bonsoir. Très heureux de vous savoir nombreux à regarder la soirée de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de l'actualité ce soir, Cameroon Airlines Corporation, Camerco. Certainement, le ciel n'est plus orageux. La météo annonce un ciel très clair. Les MA60 chinois ont été certifiés, ce qui amène la flotte de Camerco à 5 aéronefs. On parlera du Burkina Faso, la réforme de l'armée avec Michel Kafando qui vient donc de constituer un comité de 20 militaires pour essayer de reformer l'armée. Les États-Unis nous intéressent ce soir avec bien évidemment la déclaration de Donald Trump, le candidat milliardaire aux primaires républicaines qui aujourd'hui fait des vagues après sa déclaration, celle de fermer les frontières américaines, n'est-ce pas, aux islamistes. On parlera aussi de la Grande-Bretagne avec également cette autre pétition signée par 300 000 personnes qui ne voudraient même plus que Donald Trump regagne la Grande-Bretagne, l'homme qui a d'ailleurs annulé son voyage en Israël. Le Moyen-Orient nous intéresse aussi avec ces candidats de la mort qui se multiplient, ces djihadistes. On parle de presque 31 000 candidats déjà enregistrés. Et la bourse, la toute première de la Birmanie, nous intéresse également ce soir avec 3 entreprises déjà à côté. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir. Elie Smith, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Louis Roger. Alors, Edmond Kamgia, première participation pour cette soirée de l'information. Bonsoir, vous êtes journaliste et surtout diplomate. Bonsoir, Louis Roger, c'est un plaisir. Alors, Patrick Christian d'abord n'est plus à présenter, spécialiste des questions de politique internationale. Bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir nos téléspectateurs. Elie et Edmond, bonsoir à vous aussi. Alors, c'est une soirée de l'information assez détendue. Elie, aujourd'hui on reparle de Camerco avec ces 2 MA60, ces avions chinois qui attendaient d'être certifiés, qui ont été enfin certifiés, et le plan de relance et de redressement de la compagnie qui a été validé en dépit, bien évidemment, de la dette qui est encore énorme. Est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il y a des signes qui annoncent vraiment un redécollage véritable de la Camerco? Non, mais si c'est que le nombre des aéronefs ont augmenté, on peut prendre ça aussi que oui, parce que ça va peut-être aider Camerco à desservir d'abord l'intérieur du pays. Je pense qu'il y a un marché, même si c'est maigre, mais ça peut aussi aider Camerco à devenir compétitif. Le problème de Camerco, c'est l'effectif, c'est pléthorique et ils ont une dette. Mais s'ils revoient leur stratégie de gestion, éliminer les lignes qui ne sont pas lucratives, ça peut bien être le début d'une bonne situation à Camerco. Voilà. Alors, Edmond Kamgia, vous êtes habitué du dossier, vous êtes bien habitué de ce dossier Camerco. Est-ce que vous pensez quand même que ce sont des signaux positifs qui pourraient permettre de dire quand même que quelque part ça peut changer? Oui, il y a bon espoir. Ce sont de bonnes nouvelles. À partir du moment où les MA60 des avions chinois ont été certifiés, je pense que c'est un pas vers l'avant qui va permettre de résoudre le problème du nombre d'aéronefs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Camerco avait véritablement de gros problèmes à desservir, n'est-ce pas, un certain nombre d'escales, un certain nombre de pays, parce qu'il y avait très peu d'avions. Cette fois-ci, malheureusement, heureusement d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'avions, il y a de nouveaux avions qui sont certifiés, qui pourront donc décoller, mais malheureusement, parce que ce type d'avion ne peut pas aller plus loin qu'au Cameroun, plus loin qu'en dehors du Cameroun, parce qu'il faut d'autres types d'avions pour avoir des certifications qui vont au-delà, qui permettent d'aller au-delà du Cameroun. Bon, je ne sais pas si ces avions certifiés-là le sont au niveau international. C'est la question qui reste posée. Alors, Patrick Christian, d'abord, Camerco, qui est quand même un dossier que vous aussi, vous maîtrisez. Vous avez d'ailleurs même réussi à réaliser tout un programme avec Anani Rabé-Bindi à ce sujet. Mais les MA60 ont été certifiés, en plus des 3 avions. Ça dit que bientôt, on peut avoir un peu d'espoir. Ben écoutez,
Moi, je vais peut-être ramer à contre-courant. Vous savez, une cérémonie comme celle-là, ou bien la certification qu'on a de ces aéronefs, pourrait bien évidemment faire naître de l'espoir. Encore qu'avec la fibre nationaliste et patriotique qu'on met derrière cette gestion de la Cameco, j'allais rester encore sur Cameroun Airlines, ça voudrait que tout le monde s'approprie ce projet comme étant un élément nationaliste. Mais il faut bien se poser des questions fondamentales. Est-ce que la certification de ces aéronefs-là suffit à ramener une gestion efficiente au sein de la Cameco? C'est une première question qu'on peut se poser, tout comme on peut se poser la question de savoir pourquoi faudrait-il toujours attendre aussi longtemps de faire les choses de manière extraordinaire là où on aurait pu le faire de manière la plus simple possible. Dans quelles conditions on a acquis ces aéronefs? Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps pour pouvoir les certifier? Est-ce qu'il ne faut pas faire les choses de manière, dans une orthodoxie perceptible, visible, qui permette d'envisager une gestion aussi visible et transparente? On a comme l'impression que l'arrivée de ces aéronefs s'est faite dans un flou qui ne présage pas une gestion aussi claire de ces aéronefs. Maintenant que c'est fait, d'accord, ça va peut-être augmenter la flotte de Cameco, mais Edmond le disait déjà, c'est des aéronefs qui ont le potentiel en termes de navigation confiné, peut-être à l'intérieur du triangle national, dans une exception, dans une mesure encore un peu plus acceptable de la sous-région, mais au-delà, il faudrait bien que les stratégies pour occuper ces espaces-là soient évidentes. Ces stratégies-là, si elles ne sont pas huilées, si elles ne sont pas conformes à une gestion qui prône un certain nombre d'habitudes managériales qui permettent à notre compagnie de prendre finalement son envol, moi je n'imagine pas voir finalement le miracle se produire à Cameco. Et puis, les problèmes de Cameco, au-delà de la gestion qui n'est pas souvent près de l'orthodoxie, il y a la mainmise de l'État. Et c'est une des choses qui a souvent plombé la trésorerie de Cameco. Et si Cameco aujourd'hui vit les mêmes travers que la Cameroun Airlines a vécu dans son fonctionnement, où vous avez des fonctionnaires qui peuvent se permettre d'avoir des facilités en termes de voyage, où on n'a pas un contrôle efficient de ce qui devrait être dû à la compagnie, est-ce que vous avez l'impression qu'en plus de cela, le personnel est exorbitant de la Cameco, que tous ces problèmes-là vont se résoudre simplement parce qu'on aura certifié? C'est peut-être une bonne chose, mais je reste sur ma faim. J'aurais voulu ne pas être dans une posture de Thomas, mais en attendant, au regard de tout ce qu'on a vécu depuis la défunte Camer jusqu'aux péripéties de la nouvelle Cameco, je n'ai pas envie d'être euphorique. Voilà, je suis réservé, même si dans le fond intérieur qui m'anime, je voudrais bien que notre compagnie nationale retrouve des couleurs et que cette étoile qu'on a voulu être l'étoile du Cameroun soit davantage une étoile perceptible dans les cieux du monde entier. C'est le sentiment qui m'anime, mais je suis bien obligé d'être réservé et d'attendre de voir comment sera jugé le maçon au pied du mur. Et dans ce cas, j'ai quelques craintes. Alors, lorsqu'on suit un peu l'interview accordée à Cameroun Tribune par le directeur général de cette compagnie aérienne, on parle d'un personnel inexpérimenté. C'est quand même assez grave, ou des jeunes qu'on a recrutés qui n'ont aucune connaissance parfaite de l'aviation ou de l'aéronautique. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà plomber même cette compagnie qui veut véritablement décoller? Je pense qu'il a menti, le directeur de Cameco, parce que je discute beaucoup avec ces jeunes-là qui travaillent à la Cameco. Premièrement, il n'a pas de vision. Une société doit avoir une vision. Depuis qu'il est arrivé à la Cameco, il n'a pas de vision, il ne sait pas ce qu'il veut faire avec la Cameco. Deuxième chose, par contre, c'est lui qui a fait venir des anciens qui ne connaissent même pas ITU. Ce n'est pas caricatural, hein? Allez à Cameco vous renseigner, qui ne connaissent même pas utiliser le BlackBerry, qui ne connaissent pas utiliser l'ordinateur. Il a trouvé, je crois que les premiers directeurs qui étaient là avaient une vision, mais comme Christian a dit, la mainmise de l'État, c'est pourquoi moi je suis pour la privatisation. Mais de l'autre côté, il y a aussi des sociétés dans d'autres pays qui sont des sociétés étatiques qui marchent bien, comme Ethiopian Airlines. Ça appartient à l'État et ça marche, c'est le meilleur en Afrique. Comment on ne peut pas aller, par exemple, en Éthiopie, apprendre ou faire les partenariats avec eux, savoir pour la gestion. Et pour oui, c'est de voir comment Sky. Voilà, Sky exactement. Et Sky aussi bénéficie de l'expertise technique de Ethiopian Airlines.
Voilà pourquoi Askai est en train de réussir. Donc, Cameco, ça c'est le problème. Donc, si M. Sandou, je le dis et je le mets à défi, je voulais que tous les journalistes qui font des enquêtes demandent aux employés. Non, il est venu, il y avait d'abord, oui, là où je peux abonder à son sens, que c'était d'abord pléthorique. Il y a toujours une personne pléthorique. Mais lui, il est venu, il a encore recruté. Et le pire qu'il fait, c'est qu'il est tribaliste. Il recrute, oui, je dois le dire, il est tribaliste, il recrute sur base tribale. C'est ce que les gens disent là-bas. Il y a même les mots là-bas, on dit que c'est la belle famille ou quoi comme ça. C'est comme ça se passe là-bas aujourd'hui. Donc, l'État doit être courageux, par exemple. J'ai beaucoup aimé l'émission de Binji Rabier. Binji Rabier, c'est d'abord le premier qui a eu le courage à lever cette cachotterie que les gens étaient en train de faire. Donc, je pense qu'il ne doit pas accuser qu'il y a des gens inexpérimentés, jeunes. D'abord, quand on parle d'inexpérimentés, les gens doivent quand même avoir une expérience avant de revenir quelque chose. Donc, il veut donc dire que quoi? Que tous les jeunes là, on les met à la porte. Il fait venir tous ses anciens amis de Defend Cameroon Airlines. Non, je pense que non. Il a menti. Et je pense que le problème de là-bas est que si c'était le gouvernement camerounais, honnêtement, il fallait qu'on lui montre la porte. On cherche quelqu'un qui a une vision. Alors, Edmond Kamgia, les vols ne sont pas sûrs à Cameco. On parle d'une flotte vide. Le JA qui n'a pas de sièges appropriés, qui n'a pas l'équipement approprié, pas de vidéo, des sièges qui sont pas confortables. Est-ce qu'avec un tel avion, on peut espérer faire concurrence avec des grandes compagnies comme Turquie Airlines, Royal Air Maroc et bien d'autres comme Air France? Malheureusement, non, Roger. Le constat que tu fais est réel. Il faut désormais que l'État essaie d'assister sérieusement à la Cameco parce qu'on ne peut pas avoir une flotte comme celle-là. Si on veut véritablement que cette flotte soit à la mesure, au niveau des autres compagnies aériennes africaines qui comptent, on l'a cité ici, Ethiopian Airlines et d'autres compagnies aériennes, il faudrait véritablement que si on veut que les choses changent, qu'il y ait des moyens qui soient affectés à cette structure pour qu'elle marche effectivement. On a également parlé du problème de gestion, c'est réel, mais en réalité ça ne date pas de ce directeur général. Ses prédécesseurs n'ont pas fait mieux que lui en matière de gestion des ressources humaines. Ça, on peut le dire et le constater. Et tout le monde est d'accord ici pour dire qu'il a trouvé un effectif pléthorique. C'est vrai, il en a rajouté. Mais observez, faites le compte un peu de tous les directeurs généraux qui sont passés dans ces sociétés. Depuis d'ailleurs la défunte Camer jusqu'à la Camerco. On a une très mauvaise habitude ici au pays, c'est de recruter toujours des gens qui nous sont proches. Quand ce ne sont pas des copains, c'est des amis. J'entendais tout à l'heure, on parlait de belle famille, mais peut-être parce que l'épouse du directeur général de la Cameco, c'est une femme publique, c'est une dame de cœur, c'est quelqu'un qui est bien connu, je ne vais pas donner son nom ici, mais je pense que le problème ne se pose pas en réalité en termes de famille ou de belle famille. Il faut une gestion qui soit efficiente et efficace. Et quand la gestion n'est pas bonne, il faut bien que le conseil d'administration puisse demander au directeur général de rendre compte. Il faudrait que chacun, à son niveau de responsabilité, essaye de faire ce qu'il a à faire et que les dérives constatées soient effectivement sanctionnées. Ça, c'est une des choses sur le plan de la gestion. Maintenant, au niveau de la vision, peut-être qu'on peut reprocher à l'actuel directeur général de s'être retrouvé dans une structure pour laquelle il n'était peut-être pas préparé, encore qu'il a été membre du conseil d'administration avant d'être désigné à la tête de cette structure. Donc, on ne peut pas tellement lui faire le reproche de manque de vision. Il a été fournisseur. Il a été fournisseur. Peut-être c'est ça la précision. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, allons au-delà du diagnostic. Maintenant, il s'agit de voir comment, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où il y a un effort qui est fait, notamment avec la certification de ces deux avions-là, comment rentabiliser la structure? Comment faire en sorte qu'il y ait de nouvelles destinations nationales et internationales pour la Cameco qui permettent, n'est-ce pas, de renflouer les caisses de cette structure-là, qui permettent de regagner, n'est-ce pas, les lettres de noblesse de la défunte Camer? Parce qu'on a ce souci. Parce que j'observe que la plupart de nos membres du gouvernement, aujourd'hui encore, généralement, quand il faut faire un choix, entre prendre un avion d'Air France ou un avion de la Cameco pour se rendre hors du Cameroun, ils n'hésitent pas. C'est-à-dire ils ne prennent pas les avions de la Cameco. Je ne vais pas citer le nom de certains ministres ici, qui très récemment, pour ne pas citer le ministre de tutelle, qui a été critiqué dans certains médias, de ne pas favoriser la structure pour laquelle il a su la tutelle,
Donc, c'est vous dire qu'il y a vraiment péril dans la demeure. Il faudrait que les membres du gouvernement, il faudrait que le gouvernement essaie d'encourager, n'est-ce pas, l'équipe dirigeante actuelle en lui donnant véritablement tous les moyens qui lui permettent de travailler efficacement. Et il faudrait surtout que la présidence de la République essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, que la Cameco ne connaisse plus un certain déficit lié, n'est-ce pas, au non-paiement des arriérés. Parce que très souvent, c'est ça aussi. On n'a pas donné la possibilité à la Cameco d'avoir les moyens qui lui auraient permis, n'est-ce pas, de mieux se déployer. Ça, il faut le dire aussi. Alors, Patrick Christian, d'abord, 25 milliards de dettes, des charges évaluées à 4 milliards, on parle même d'1,5 milliard par mois. Et puis, on parlait tout à l'heure d'effectifs pléthoriques. On nous fait savoir quand même que pour un avion, il faut à peu près 150 personnes. Et d'ici un avenir très proche, Cameco aura une flotte constituée de 10 avions, dont on aura pratiquement 1500 employés. Est-ce que c'est pas quand même un effectif pléthorique, puisque ça respecte certaines normes? Ben, écoutez, il faudrait quand même avoir des référents. Oui, on a une évaluation à peu près connue du nombre de personnel qui devrait être affecté à un avion. En l'état actuel, à quoi ça sert depuis 2 ans d'avoir 10 fois le nombre de personnel? On a 600 employés pour l'instant. Alors, si vous vous rendez compte, combien d'aéronefs on avait? Ou quelle était la flotte de Cameco? 3. Alors, vous avez 3 qui fonctionnaient à quel rythme? Vous avez un avion que vous envoyez faire 8 mois, 10 mois. Je ne sais pas si c'est pour des problèmes uniquement techniques de réflexion, de maintenance, ou bien c'est pour des aérés de paiement, ainsi de suite. Mais on fait 8 mois, pratiquement un exercice avec un avion qui est planqué à l'extérieur, et vous pensez qu'il est rentable à la compagnie? Non. Il y a un problème certainement de vision, mais il y a un problème d'approche managériale aussi, qui voudrait que quand il y a la période des vaches maigres, effectivement, on prend des décisions courageuses pour éviter la saignée. Déjà, c'est une saignée qui est perceptible avec le réflexe au niveau de l'État, du gouvernement, qui quelquefois plombe la trésorerie de Cameco. En plus, s'il faut ajouter on va dire ces options, ces décisions, ces orientations managériales-là, ça fait un peu trop pour la Cameco. Mais lui, Roger, écoutez, quand on évalue, on regarde un peu la dette d'une compagnie aérienne comme la nôtre. Il y avait déjà un passif assez lourd de Cameco. Imaginez qu'en 2 ans, pratiquement depuis que l'actuel directeur général est arrivé, quel est le flux de l'augmentation de cette dette dans une période où rien pratiquement n'a été produit? Pourquoi est-ce qu'on peut continuer? Vous avez l'immeuble siège, ici à Douala. J'ai eu la chance de passer pratiquement 8 mois dans cet immeuble siège, et un peu plus même, 1 an et demi. Il y a, dans les années 2003, j'étais encore jeune stagiaire. Je peux vous dire que on a tout pour faire de cet endroit-là un siège, comme cela a été dans le temps. Mais regardez le nombre d'argent que la compagnie dépense dans un immeuble de la place. En ville, je ne vais pas citer l'immeuble. À quoi ça sert d'avoir abandonné un immeuble comme celui-là, de l'avoir rendu vétuste? Parce que le fait de n'avoir pas occupé l'a rendu vétuste. Et aujourd'hui, on est en droit de dépenser soit des milliards, soit des centaines de millions pour le réhabiliter. Entre-temps, Cameco paye des frais de location ailleurs. Est-ce que nous sommes dans une démarche qui veut de cette compagnie-là une gestion efficiente? Il me semble que les préalables à ce niveau-là sont à respecter. Et puis à côté, Louis Roger, il faut surtout regarder la capacité de cette compagnie. Est-ce qu'effectivement, on a l'impression que cette compagnie a été créée pour être rentable? J'ai envie de paraphraser un confrère qui disait que forcément Cameco doit être programmé pour échouer. Et quand vous êtes programmé pour échouer, sauf si on change la puce qui dirige, n'est-ce pas, le rayonnement de votre fonctionnement, sauf si on change, j'ai envie de dire, votre programmation, votre logiciel, vous allez échouer. Et Cameco se trouve dans une configuration où cette compagnie est programmée pour échouer. Allez voir, c'est une confidence, même si elle est devenue publique, que notre grand frère aîné Anani Rabi Bindi faisait, lui qui a quand même connaissance du fonctionnement de ces compagnies-là, pour avoir été quand même le premier attaché en communication de la première compagnie nationale. Il a quand même des choses qu'il peut dire et qui comptent. On peut lui faire des reproches et des critiques sur des choses, mais il a des choses véritables. Vous vous imaginez qu'on crée une compagnie et qu'on a dit au chef de l'État qu'on la crée pour la privatiser. Imaginez les intentions. Est-ce qu'on a créé cette compagnie pour qu'elle soit véritablement une compagnie qui vive sur le temps et sur la durée? Et vous n'avez même pas connaissance du fonctionnement, de la rentabilité d'une compagnie qui est encore en voie de création. Vous envisagez déjà sa privatisation. Vous pensez que ceux qui viennent mettre les capitaux dans une compagnie le font simplement parce que vous vous appelez Cameroun?
C'est la question qu'il faudrait bien que l'on se pose. Merci, Patrick Christian Dobo. Parler de Cameco, vous passerez toute la journée à épiloguer là-dessus, tellement c'est un sujet intéressant. On va parler à présent du Burkina Faso, où les gens pensent quand même qu'à un moment donné, il faut reformer l'armée, il faut éviter qu'on assiste à des putschs à répétition. Alors, Elie Smith, aujourd'hui, Michel Kafando, on essaye de marquer un peu son passage en mettant quand même de l'ordre au sein de l'armée. Il voudrait que des anciens militaires essaient de voir comment on peut reformer cette armée pour éviter davantage ces coups d'État et surtout écarter l'armée de la politique. Est-ce possible? Oui, c'est possible, mais est-ce que c'est son rôle? Moi, je pense qu'il est un président de transition. Je crois qu'il devait peut-être laisser ça à Marc Kaboré de le faire. Peut-être, comme vous avez su bien le dire, il veut aussi marquer de cette transition le pays de son empreinte en disant que quand il était là, voilà les réformes qu'il a prises. Et deuxièmement, est-ce que, je crois qu'il a encore combien de mois là, est-ce que dans les mois qui lui restent, il peut réformer une armée? Je pense que non. Bon, l'intention est bonne, mais pour que l'armée ne s'immisce plus dans les affaires civiles ou dans la politique, il y a un certain nombre de préalables. Premièrement, ce qui est très facile, adopter une manière qu'on avait fait au Nigeria en 1999, mettre à la retraite tout le monde qu'on soupçonne d'avoir des velléités putschistes. Donc ça, on le connaît rapidement. Et puis, essayer de faire que ça devienne une armée professionnelle. Si on le fait, je crois que de l'autre côté, dans la partie civile, dans les démocrates ou ceux qui sont là, essayer aussi, pas à 100%, essayer de respecter les institutions. Quand vous le faites, vous n'allez pas exciter l'armée à revenir au pouvoir. Alors, Edmond Kamgia, c'est quand même peut-être un pas qui sera difficile à franchir, surtout qu'on ne voudrait plus vivre ces coups d'État à répétition, parce que depuis 1960, quand même, il y a une demi-douzaine de coups d'État déjà perpétrés au Burkina Faso. Oui, effectivement, c'est un sujet important. Je partage l'avis de Smith sur le fait que cette réforme envisagée, il aurait pu la laisser à son successeur, c'est-à-dire à Roch-Marc Christian Kaboré, qui a gagné les élections, qui l'a remporté brillamment dès le premier tour, un coup KO, comme il a dit dans son slogan. Pourquoi est-ce qu'il aurait dû laisser ce programme-là à son successeur? Parce que c'est un sujet assez sensible. Il est souhaitable que la transition s'achève en laissant des dossiers sensibles au gouvernement démocratiquement élu. Et il y a un président démocratiquement élu. Bon, nous ne le faisons pas un procès d'intention parce qu'il a animé de bonnes intentions. On suppose que Kafando est animé de bonnes intentions, mais il va partir. Dès lors que l'autre sera investi, il va partir. Bon, je pense que l'intérêt de la réforme de l'armée est lié et s'explique par la résurgence, tu l'as dit, des coups d'État, et notamment le tout dernier coup d'État des 16 et 17 septembre dernier, où on a vu l'ancien bras droit de Blaise Compaoré essayer de neutraliser, n'est-ce pas, le Premier ministre, le président, et espérer pouvoir faire changer les choses. En fait, il voulait provoquer une sorte de contre-révolution. C'était un mouvement réactionnaire qui a malheureusement échoué pour lui. Une seconde rectification. Une seconde rectification qui a échoué. Heureusement pour le peuple burkinabé qui était en état d'alerte, qui très vite a compris qu'il fallait, n'est-ce pas, dire non. Et le peuple burkinabé s'est réveillé pour dire non à Gilbert Diendéré. Et fort heureusement, parce que le peuple a joué son rôle, mais il y a eu un élément de plus, et je l'avais dit un jour sur ce plateau, qu'il faut distinguer le régiment de la sécurité présidentielle de l'armée burkinabé. Et je disais ici un jour que tant que l'armée burkinabé n'a pas dit son rôle, après toute l'agitation du régiment de sécurité présidentielle, tout n'est pas terminé. Et la preuve, on le voit. L'armée a été loyale, républicaine, et est restée, a gardé la même stratégie, je dirais même. C'est-à-dire que de l'insurrection qui a poussé, qui a fait partie, n'est-ce pas, Blaise Compaoré, fin octobre 2014, à sa sortie pour dire non à Gilbert Diendéré, n'est-ce pas, un an plus tard, l'armée burkinabé était constante, c'est-à-dire elle est restée une armée qui est en harmonie avec le peuple burkinabé. Et ça, il faut le féliciter. Pour dire quoi en réalité? Que la commission qui vise à reformer l'armée burkinabé
a pour but principalement d'éviter tous les errements que l'armée a connus. L'armée d'une manière générale cette fois-là, en tenant compte de l'ancien régiment à sécurité présidentielle qui fort heureusement a été dissout. Mais je dois ici dire et prendre à mon compte une critique qui a été faite, que j'ai observée, que j'ai suivie, n'est-ce pas, au Burkina Faso ces jours-ci, il y a quelques heures. Il y a le balai citoyen, il y a une bonne partie de la société civile qui estime que la réforme de l'armée ne concerne pas que les militaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'armée, pour qu'elle soit totalement, n'est-ce pas, en accord avec le peuple, puisse travailler avec le peuple. Et une partie de la société civile burkinabé estime qu'il faut des états généraux. Lorsque Roch-Marc Kaboré va prendre le pouvoir, qu'il y ait des états généraux ouverts aux non-militaires, pour que les civils puissent également dire leur mot sur la réforme de l'armée, pour que ce ne soit pas un débat confisqué par les militaires. Et à ce moment-là, peut-être, il y aurait les avis des uns et des autres, et ça fera en sorte que non seulement cette harmonie, cette concertation qui règne, c'est-à-dire que cette relation qui règne entre l'armée burkinabé et la société civile, j'allais dire, et de l'opposition burkinabé puisse être renforcée, mais aussi éviter le danger de retourner en arrière. Parce qu'il faut aujourd'hui aller vers l'avant, parce que le processus a été apprécié, salué par tout le monde. On n'avait pas vu ça au Burkina Faso, un jour où il y aurait des élections libres et démocratiques avec un perdant qui va très rapidement, avant la proclamation des résultats provisoires, dire « Tu as gagné, Roch-Marc Kaboré », c'est Zéphirin Diabré qui l'a dit, et c'était formidable. On attend de voir la suite avec beaucoup de satisfaction. Voilà. Alors, Patrick Christian, d'abord, on voudrait que cette commission puisse formuler des propositions pour que l'armée ne se tienne à l'écart de la politique. Est-ce que vous partagez l'avis d'Edmond tout à l'heure, qui voudrait que ce soit une réforme qui intègre aussi la population, la société civile? Ben, écoutez, vous me permettez d'abord de dire que l'opportunité de cette commission créée par le président Kafando ne sied pas à l'instant. D'abord, il n'a pas la légitimité pour le faire. Il n'a pas la légitimité et il me semble que lui et le Premier ministre Isaac Zida sont animés de sentiments de vengeance. Et c'est dangereux quand on veut vraiment marquer l'histoire d'un pays. Ils ont tout pour marquer l'histoire du Burkina Faso par la hauteur, en se départissant, n'est-ce pas, de ces velléités. C'est vrai, on peut comprendre en tant qu'humain qu'ils aient frôlé la mort et qu'ils aient envie de régler les comptes à tout ce qui, de près ou de loin, serait impliqué dans le coup d'État. Mais il me semble qu'ils ont joué aussi par précipitation sur beaucoup d'aspects qui ne relèveraient pas de la transition, qui normalement devrait se faire par un pouvoir légitimement élu, qui a la légitimité, la légalité, et qui viendrait donc reformer une armée éventuellement si le besoin se forme avec le concours de tous. Et je fais déjà mien l'argumentaire, n'est-ce pas, de Elie et de Edmond. Non seulement j'estime qu'il n'a pas la légitimité, j'estime que c'est précipité, et dans la précipitation, c'est mal fait. Et pour preuve, l'armée est certes, on va dire, un corps particulier, mais les textes qui peuvent régir l'armée doivent être pensés par les pourvoyeurs, n'est-ce pas, de sens, ceux qui peuvent penser le modèle de société, ceux qui enseignent même la géostratégie à ces hommes en tenue. Pourquoi est-ce qu'on veut penser qu'un débat sur la réforme de l'armée, cette armée qui est là pour le peuple burkinabé, ne devrait que se faire par les militaires? Mais écoutez, si j'étais militaire, je me pourvoirais un autre petit couloir qui, dans 20 ans, me permettrait de revenir au pouvoir, dans un pays qui, depuis son indépendance, n'a que connu un régime militaire. Ça, il faut le dire. Ça n'est pas parce que Blaise Compaoré a mis une veste lors de ses 2 derniers mandats qu'il n'en était pas moins militaire. Donc, on est dans une spirale où j'ai l'impression que la précipitation est en train d'écarter Kafando et le Premier ministre Isaac Zida de cette possibilité qu'ils ont de marquer positivement l'histoire du Burkina Faso. Et quand vous avez dit ça, écoutez, vous ne pouvez pas avoir un pays comme celui du Burkina Faso, après tout ce qui s'est passé et l'influence et l'impact, même toujours perceptible, de l'armée dans ce pays. Imaginez que c'est par une commission rapidement créée comme ça que vous allez écarter définitivement l'armée des prétentions politiques. Il va sans dire que même dans la formation, même dans, je veux dire, la perception du fonctionnement public au Burkina Faso, les hommes en tenue aspirent, même dans la pensée, à être toujours les leaders. Et moi, je suis un peu estomaqué quand
je vois des personnes imaginer que l'armée, en tout cas celle qui est considérée aujourd'hui comme loyale, va aussi vite que ça, ou bien de manière aussi rapide, s'éloigner de ces facilités, de ces avantages. Vous avez le chef d'état-major, permettez-moi de terminer, de cette armée. Il a été nommé chef d'état-major par le président Compaoré. On n'est pas chef d'état-major dans un pays si on n'a pas une relation étroite avec celui qui gouverne le pays. Et vous vous imaginez aujourd'hui que celui-là, il va facilement permettre que l'armée perde un certain... Mais non, il faut que ce soit un débat qui soit ouvert et qui ne soit pas fait précipitamment. Voilà. En tout cas, Michel Kafando aura donné jusqu'au mois de juin à cette commission pour rendre son rapport. Et pourtant, je pense que d'ici là, Romain Christian Gaboré et qui pourra balayer cela d'un revers de la main s'il n'était pas satisfait. Alors, je voulais qu'on parle de ces candidats à la mort qui sont de plus en plus nombreux. On parle de ces terroristes, de ces djihadistes. Alors, il y a une enquête rendue publique par un institut de renseignement qu'on appelle Soufan Group, qui est basé à New York, aux États-Unis, et qui a vu des chiffres qui donnent un tout petit peu de frisson. C'est qu'en Irak et en Syrie, on a aujourd'hui entre 27 000 et 31 000 djihadistes qui sont prêts à aller commettre un attentat suicide. Alors, Elie Smith, c'est quand même costaud. Oui, c'est un chiffre qui fait peur, mais c'est aussi une réalité. Mais je pense aussi que il y a des choses, ce n'est pas en soutenant ou supportant ceux qui sont prêts à la mort, mais il y a les mécanismes qui encouragent, par exemple, les gens au candidat au suicide, par exemple au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans les régions du Sahel, dont le Cameroun, le Nigeria, le Tchad. Donc il y a des raisons pour cela. Donc c'est l'environnement qui crée ces groupes, ces individus pour être prêts pour la mort. Mais une petite bémol, ou si ça en est un, est que ceux qui sont des premières victimes, il ne faudra pas que les Américains ou les Occidentaux commencent à avoir peur et vouloir avoir des préjugés vis-à-vis ceux qui sont musulmans, mais les premières victimes du terrorisme, ce sont des musulmans. Par exemple, si tu la transposes au Cameroun et au Nigeria, les premières victimes ne viennent pas seulement du nord du Cameroun, mais les premières victimes sont des Kanouris. Tu vois la petite fille qui était partie devant une boutique. Tu vois, c'est la boutique d'un Kanouri que la dame est venue s'exploser. Quand tu vas au Nigeria, à Kano, c'est là où il y a les Kanouris, donc c'est souvent la base fabricatrice ou exportatrice de terrorisme, c'est eux qui sont d'abord les premières victimes. Voilà. Alors, Edmond Kamgia, ce chiffre pour vous, c'est rien ou ça doit quand même susciter une réflexion assez profonde? Oui, effectivement, ces chiffres-là suscitent une réflexion profonde pour comprendre pourquoi cette envie, n'est-ce pas, de se lancer dans les mouvements terroristes et de manière aussi nombreuse. Et il faut le dire, tu l'as souligné, c'est des jeunes, c'est des gens de plus en plus jeunes qui se lancent dans un mouvement terroriste. En réalité, il faut comprendre dans son contexte que ce qui se passe n'est que ce qu'on pourrait appeler un effet boomerang de ce que l'Amérique en général et les États-Unis et ses alliés en particulier ont fait de cette région du monde il y a 20 ans. Depuis les guerres du Golfe, les premières et les deuxièmes guerres du Golfe, puis depuis 2003, avec l'attaque, n'est-ce pas, de George Walker Bush en Irak, soi-disant apporter la démocratie en Irak. Mais malheureusement pour lui, tout le monde a vu sur le terrain qu'il s'agissait d'une guerre du pétrole. Il s'agissait de gagner les puits pétroliers irakiens. Donc, ce qui s'est passé en Irak, comme dans d'autres pays de la sous-région, de ces régions-là, en Syrie et autres, les jeunes se sont ouverts davantage au discours des imams fanatisés. C'est-à-dire, on leur a expliqué que si vous êtes dans le désespoir, si vous n'avez pas le travail, si vous êtes pauvre, si vous souffrez, c'est parce que les États-Unis et les Occidentaux vous ont projeté dans cet état. En réalité, cela correspond au discours que le pape François a légué, n'est-ce pas, récemment, lors de son voyage à Bangui. Il a dit que le désespoir et la pauvreté nourrissent la violence et le terrorisme. Donc, c'est d'abord dans ce sens qu'il faut comprendre cette vague-là, n'est-ce pas, de jeunes islamistes prêts au suicide, prêts à devenir des kamikazes. La seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre l'organisation de l'État islamique d'une manière globale comme une sorte d'alternative pour une certaine catégorie de personnes dans le monde entier.
Vous voyez, il y a beaucoup de documentaires dans les chaînes internationales, françaises notamment, et même anglaises et américaines, qui démontrent que de plus en plus, les djihadistes ne sont pas seulement originaires de l'Irak ou de la Syrie ou des pays de cette partie du monde. Ils sont de plus en plus originaires et sont même nés en France, en Grande-Bretagne, en Belgique. On a vu les derniers attentats en France. Ce sont des Français. Même s'ils sont nés de parents musulmans, ils sont nés en France, ont passé une bonne partie de leur vie, de leur scolarité en France. D'où vient-il donc qu'ils soient ouverts au discours islamiste et de manière à choisir non seulement de tuer des gens, mais de se faire tuer eux-mêmes, comme kamikazes. Quand je parlais d'une alternative, c'est qu'il y a un sentiment de rejet vis-à-vis de la société occidentale en général, qui est une société qui a nourri sur la scène internationale l'hypocrisie. C'est-à-dire, on annonce une chose et on fait autre chose. Comme je disais tout à l'heure, on annonce la promotion des droits de l'homme, la démocratie, mais en réalité, on va pour le pétrole. Alors, de plus en plus, dans le monde entier, que ce soit dans les pays musulmans comme en Irak, comme en Syrie, et je dois préciser que ces pays sont des pays laïcs. C'est des pays laïcs, mais à forte communauté musulmane. Et il s'agit aujourd'hui, dans les discours des pays occidentaux, de protéger les États laïcs qui se retrouvent en Asie. Mais on ne peut pas soutenir ou protéger ces États laïcs et en cherchant en même temps à déstabiliser les pouvoirs centraux. Prenez le cas de Bachar el-Assad en Syrie. C'est aujourd'hui seulement que la France se rend compte qu'il faut non pas chercher à faire partie Bachar el-Assad, mais rejoindre Poutine, qui a toujours dit depuis le début de la crise syrienne que la solution n'est pas de chercher à tout prix à faire partie Bachar el-Assad, mais c'est de comprendre que Bachar el-Assad a toujours lutté contre les islamistes. Et aujourd'hui, tout s'aligne, que ce soit François Hollande, que ce soit Barack Obama, sur la ligne de Poutine pour dire ensemble, nous allons lutter contre l'État islamique avec Bachar el-Assad. Donc en fait, voilà le vrai discours. Voilà. Il faut soutenir les dirigeants de ces pays-là qui luttent contre l'État islamique et non pas chercher à déstabiliser les régimes parce que la conséquence c'est que de plus en plus les jeunes vont rentrer dans le djihadisme. Voilà, ils sont tellement nombreux. Alors, Patrick Issantoro, est-ce que ce n'est pas également le fait pour certains médias occidentaux de valoriser par exemple leurs leaders? On a des derniers classements du journal américain Times qui accorde la deuxième place à la personnalité de l'organisation État islamique. Est-ce que ça n'est pas aussi encourager ce chiffre qui ne fait que doubler? Ben écoutez, lui, Roger, à la vérité, ils n'ont pas le choix. Hein. Vous voyez, ils ont fabriqué des monstres qui sont devenus incontrôlables et ils sont bien obligés de reconnaître que ces monstres-là ont acquis une popularité, une notoriété, même si elle est en mal, qui ne passe pas inaperçue. Même si vous ne le dites pas officiellement dans ces magazines-là, cela se fait ressentir, tout au moins par la psychose qu'ils arrivent à établir sur votre espace. On avait l'habitude de croire qu'en allant créer ces monstres-là dans leur espace, en créant des foyers de tension, de guerre dans leur espace, qu'on était aussi éloigné, n'est-ce pas, du champ de la manifestation de cette cruauté-là. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et c'est en cela que j'ai envie de prendre une petite assertion du président camerounais Paul Biya, qui disait à son temps, s'adressant notamment lors de la présentation des vœux du corps diplomatique récemment au Palais de l'Unité, qui disait justement aux chancelleries présentes qu'il n'était plus question de s'imaginer que l'éloignement physique du champ de bataille nous éloignait de la capacité de nuisance, n'est-ce pas, de ces différents terroristes. Donc, vous imaginez 27 000 kamikazes potentiels. Ils sont déjà 31 000. Mais écoutez, lui, Roger, mais écoutez, personne n'est à l'abri. Surtout que les avions que nous avons et qui relient toutes ces parties de la planète, qu'est-ce que vous voulez? C'est le sentiment, et en cela, je vais revenir aussi à cette sortie du pape François à Bangui. Edmond vient de le dire. Ce sentiment d'injustice, ce sentiment de violence, mais il se nourrit dans ce qu'on a appelé l'incapacité que les Occidentaux ont à jouer franc jeu. Cette dichotomie dans le langage, cette dualité dans les postures. Et oui, voilà où ça nous a entraînés. Maintenant, si vous voulez combattre ou bien vous voulez atténuer cet effet,
il faut toucher le mal à la racine. Remettez le sentiment d'appartenance humaine à ces populations qui, à un moment donné, si quelqu'un est prêt à se livrer de cette manière-là, à se sacrifier aussi, on va dire, lâchement et de manière aussi cruelle, ça veut dire qu'il estime que même s'il ne le faisait pas, quelqu'un d'autre le fera. Et donc nous sommes dans une posture où les gens n'ont plus la capacité à se sentir humains. Et quand des gens arrivent dans la réflexion animaliste et deviennent des bêtes à l'état pur, il y a problème. Il est question de redonner la dimension humaine. Ça, pour ne pas encourager le terrorisme. Mais on essaie de comprendre comment on en est arrivé là et comment finalement on peut en sortir. Il faut redonner le caractère humain à ceux qui ont perdu cette humanité du fait de l'oppression des autres. Mettre donc l'homme au centre de ses préoccupations pour être un peu plus concret. Alors on va sortir, il nous reste pratiquement 3 minutes, on va donner 1 minute à chacun pour dire un petit mot au sujet de cette déclaration de Donald Trump. Il est certes milliardaire, mais il a tenu des propos qui aujourd'hui ont fait un tollé à travers le monde entier. Et il y a une pétition qui a été publiée sur le site internet du Parlement britannique qui voudrait également qu'on empêche Donald Trump d'arriver en Grande-Bretagne. Comment appréciez-vous ces démarches? On est déjà pratiquement à 300 000 signatures depuis mercredi. Bon, je pense que c'est une démarche normale pour les gens qui veulent être politiquement corrects. Je suis un peu étonné par la première phrase de M. Donald Trump. Il a d'abord dit à un moment qu'il va faire un mur entre les États-Unis et le Mexique, a dit que les Sud-Américains ou les Latinos, c'est des criminels qui viennent apporter la criminalité aux États-Unis. Il a même dit qu'il va renvoyer tous les Noirs des États-Unis en Afrique, donc il est un habitué. Je pense qu'en Grande-Bretagne, dans le monde occidental, c'est la peur de ces 27 000 terroristes qui sont dans le Moyen-Orient qui les fait dire que nous sommes politiquement corrects. Par exemple, il y a l'hypocrisie, comme il a dit, Boris Johnson, qui est le maire de Londres, lui aussi il est habitué dans des sensationnalismes. Mais dernièrement, il a dit qu'à New York, il fait un effort pour éviter Donald Trump. Je pense que oui, Donald Trump, ce qu'il a fait n'est pas normal, mais on est en période électorale et les gens veulent entendre ça. Et ce n'est pas la première fois, comme je dis. Donc, eux, les 300 000 là, sur le site web, ils le font parce qu'ils ont seulement peur, parce que depuis que Donald Trump a dit ça, ça a changé un peu la perception. Mais je pense que ceux qui suivent ce qui se passe aux États-Unis savent que Donald Trump et Ben Carson, son colistier, le challenger dans le parti républicain, aussi tient les propos autant virulents. Parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, et même en France, et même ici au Cameroun, il y a un certain, ou en Afrique partout, les gens sont en train de quitter vers les gens qui ont comme profession politicien ou la politique, et ils veulent les gens nouveaux qui disent ce qu'ils veulent entendre. Oui. Alors, Edmond Kamga, je précise que vous êtes journaliste, vous travaillez pour la Nouvelle Expression, en même temps vous êtes diplomate. Alors, cette situation, ce discours tenu par Donald Trump qui fait débat et qui suscite ce rejet de la personne, c'est la politique, c'est un jeu. Il faut s'attendre parfois à des envolées d'hommes politiques. Oui, aux États-Unis, c'est un jeu politique. Sauf que ce n'est compris ainsi que dans le sens de la politique électorale américaine. Aux États-Unis, ça se comprend. Et ça se comprend d'autant qu'il est en tête des sondages pour la primaire de l'investiture républicaine. Mais quand on sort des États-Unis, on rentre d'abord en Grande-Bretagne et on voit donc toutes ces pétitions. On comprend que Londres a peur des conséquences d'un tel discours. N'oublions pas que les États-Unis sont la fille aînée de la Grande-Bretagne. Et il y a beaucoup de musulmans, non seulement aux États-Unis, mais surtout en Grande-Bretagne, qui a une politique, j'allais dire, migratoire assez ouverte vis-à-vis des peuples musulmans qui viennent des pays asiatiques. Donc, les Britanniques ont peur des conséquences d'un tel discours sur leur propre territoire. C'est cela qui explique, premièrement, leur attitude vis-à-vis de Donald Trump. Je dois dire ici que Donald Trump est coutumier du fait. Comme le disait Elise Smith, il est anti-hispanique, il est anti-noir, il est anti-musulman. En fait, il est anti tous les autres qui ne sont pas comme lui-même. Lui, il estime que, bon, il est un blanc. Je ne sais pas, à la limite, on pourrait le comparer à Hitler. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui estime qu'il est d'une race qui est supérieure, la race pure qui est supérieure à toutes les autres races. Et sa religion dépasse toutes les autres religions du monde.
en réalité, c'est un écart grave qui mérite d'être condamné par tous les États du monde, à commencer par tous les États occidentaux. C'est en cela que je dis la réaction de la Grande-Bretagne est bonne. Il faudrait que tous les officiels en Grande-Bretagne, comme dans tous les pays européens qui se disent appartenir au monde civilisé, réagissent rapidement pour montrer qu'en réalité, Donald Trump est vraiment la brebis galeuse du monde occidental ou du monde civilisé. S'ils ne le font pas, s'il n'y a que la Grande-Bretagne pour réagir, cela démontre encore, une fois de plus, l'hypocrisie, n'est-ce pas, des pays occidentaux. On a également les no-go zones en France, c'était tout Donald Trump. Alors, Patrick Christian, d'abord, on devait même passer, se passer de ces éclats de voix, dès lors qu'on sait que c'est un homme qui est coutumier du fait. Bah écoutez, vous savez, on veut, à travers cette posture du politiquement correct dans le monde occidental, atténuer un peu, on va dire, les effets inverses, n'est-ce pas, de ces propos de Donald Trump. Mais à la vérité, ceux qui jouent au surpris ne sont véritablement pas surpris. Donald Trump, il est un habitué du haut de son statut de milliardaire, ce mania de l'immobilier. Il fait preuve d'une assurance et tout ce que je vous dirais, c'est que c'est un vrai républicain. Il assume sa posture républicaine qui a toujours été comme ça. Là. Je ne serais pas surpris de voir une proximité en termes de régénérescence, n'est-ce pas, du Ku Klux Klan, par exemple. On a vu d'autres aux États-Unis. Donc Donald Trump, il est dans son rôle. Et Elie le disait à l'instant. Merci en une seule parole. Oui. Regardez ce qui se passe en France. On aime entendre aujourd'hui dans le monde politique les actes populistes. Marine Le Pen. Voilà. Merci monsieur d'être venu ce soir pour cette soirée de l'information. C'était beaucoup de plaisir que nous allons vous retrouver demain à la même heure sur ce plateau. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.